introduction au financement de l'immobilier durable. L'immobilier durable est loin d'être un concept nouveau. Depuis l'Antiquité, les populations construisent et chauffaient leur habitation avec les matériaux les plus facilement disponibles et les moins chers. En France, les bâtiments en terre battue représentent encore environ 15% du total du patrimoine bâti. La révolution industrielle, avec l'apparition de nouvelles sources d'énergie, le charbon et le pétrole, a conduit à l'émergence d'un grand nombre de nouveaux matériaux tels que l'acier, le béton et les peintures acryliques fabriquées à partir du pétrole. Ces matériaux ont élargi les possibilités des méthodes de construction en offrant une résistance supérieure à celle des matériaux naturels, ce qui a permis de construire des bâtiments plus importants et plus hauts. Ils ont également simplifié les méthodes de mise en œuvre en remplaçant les différentes formulations naturelles appropriées à chaque support ou environnement par une formulation unique ou un matériau multi-usage avec le savoir-faire correspondant. Par exemple, la base de la cathédrale d'Amiens est constituée de couches de blocs de grès peu capillaires. La craie, un matériau plus tendre sur le dessus, permettait une sculpture plus facile et plus délicate. Cette diversité a été remplacée par la polyvalence du béton dans les grands ensembles d'après-guerre. Auguste Perret, petit-fils et fils de tailleur de pierre, affirmait que le béton est la pierre que nous fabriquons, beaucoup plus belle et noble que la pierre naturelle. Tout d'abord, d'accès aisé et économique, le charbon puis le pétrole ont conduit à l'abandon des matériaux de construction naturels au profit de matériaux dont la fabrication nécessite de l'énergie et des maisons plus confortables, mais elles aussi gourmandes en énergie. Cependant, depuis l'avènement de ces énergies et particulièrement lors des deux grandes guerres, notre République s'est constamment inquiétée de la sécurité de son approvisionnement et de la recherche de son indépendance énergétique. Le secteur de l'immobilier étant le principal consommateur d'énergie pour la production de matériaux et pour l'utilisation des logements et des bâtiments, il a été très dépendant de l'évolution du marché de l'énergie. Les tensions sur l'accès à ces sources d'énergie conduiront à l'émergence de matériaux ou de réponses moins énergivores. C'était le cas pendant l'entre-deux-guerres, initialement à cause du charbon. Depuis le 19e siècle, la France doit recourir aux importations pour un tiers de sa consommation. En 1913, elle a consommé 63 millions de tonnes de charbon. Elle a produit 40,8 millions de tonnes, dont 27 millions de tonnes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, 67% de la production. D'autres bassins importants étaient situés sur le plateau central, la Loire, la Bourgogne, le Gard, le Tarn et l'Aveyron. 22 millions de tonnes ont été importées principalement de Grande-Bretagne, 11 millions de tonnes, d'Allemagne, 6 millions de tonnes, et de Belgique, près de 5 millions de tonnes. La pénurie chronique causée par la Première Guerre a duré jusqu'en 1921. La situation était similaire pour le pétrole. La Première Guerre mondiale a nécessité d'importantes ressources pétrolières pour alimenter les véhicules motorisés développés à la fin du 19e siècle. Camions, aviation et artillerie de campagne utilisant des tracteurs. Avant la guerre, la France ne se souciait guère de ses approvisionnements extérieurs en pétrole qu'elle considérait comme destinés à un usage domestique. En 1917, Georges Clemenceau, qui avait besoin d'un transport de pétrole, s'adressa directement au gouvernement américain pour qu'il lui fournisse 100 000 tonnes en navires-citernes. Celui-ci pensait qu'il est nécessaire pour la France combattante de posséder de l'essence qui est aussi précieuse que le sang dans les batailles de demain. Les pénuries de charbon et d'essence pendant et après la Première Guerre mondiale ont également affecté la politique. Ces pénuries ont entravé le développement économique du pays. La période de l'entre-deux-guerres a vu la première vague d'indépendance énergétique nationale. D'abord, dans les années 1920 de l'après-guerre, puis dans les années 1930, comme remède à la Grande Dépression de 1929. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Au cours de ces 2 décennies, des solutions technologiques innovantes pour limiter cette dépendance ont été encouragées et développées. En effet, la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique a favorisé le développement de l'hydroélectricité. De 1920 à 1965, plus de 50% du mix électrique français est d'origine hydraulique. La fameuse
houille blanche déjà évoquée par Georges Clemenceau. Ce souci de sécurité énergétique à long terme se traduit encore aujourd'hui dans la réalité, les sources d'énergie renouvelables jouant un rôle majeur. Cet élan se répercutera sur le secteur de l'immobilier avec la recherche et la commercialisation de nouveaux produits et infrastructures à haut rendement énergétique. Le chauffage urbain est apparu à Paris dans les années 1920 avec la compagnie parisienne de chauffage urbain. Dans les années 1930, André Nessy, ingénieur de l'art et manufacture, disait que le meilleur moyen de réduire les frais d'exploitation du chauffage consiste dans le choisir raisonné des matériaux des murs extérieurs. Selon lui, pour chaque bâtiment, il est possible de mettre en regard les coûts supplémentaires de l'isolation qui peuvent dans certains cas résulter de l'utilisation de l'isolation, les économies d'exploitation réalisées qui s'ajoutent à la réduction du coût d'installation des équipements de chauffage, les coûts d'exploitation plus la réduction des coûts d'installation des équipements de chauffage. Déjà, naissait l'idée qu'une meilleure isolation réduirait significativement la consommation énergétique. La rationalisation de l'isolation est en bonne voie. Le développement de l'isolation en fibre de bois et de l'isolation en fibre de verre allant de pair. La fibre de verre a été inventée en Amérique du Nord en 1932, mais est commercialisée en Europe principalement par Saint-Gobain depuis 1938. L'objectif de cette analyse historique est de montrer que le développement d'un marché du logement durable est étroitement lié au développement de la dépendance énergétique. Ce marché a été renforcé et soutenu politiquement dès que le besoin de sobriété énergétique et de retour aux matériaux naturels ou disponibles localement est devenu urgent pour compenser le coût élevé et ou la rareté de l'énergie et des matières premières importées. Bien sûr, le concept de bâtiment durable inclut également les aspects sanitaires et sociaux, mais les principaux acteurs de son évolution restent l'environnement et l'énergie. Comprendre le marché de l'énergie et la transition énergétique conduit donc à comprendre le marché de l'immobilier durable et son évolution. Dans cette évolution, la question du financement est un marqueur de la massification de l'immobilier durable et de la structuration de ce secteur en marché de masse. La naissance du crédit immobilier de masse tel que nous le connaissons aujourd'hui remonte à la fin du XIXe siècle. Il s'agissait de permettre aux travailleurs de devenir propriétaires de leur logement, d'avoir un abri sain et un bien de protection. L'État accorde depuis lors des prêts aux sociétés de crédit au taux de 2% en prenant en charge une partie des frais d'emprunt financés par la Caisse nationale des retraites et de la vieillesse, puis de la Caisse des dépôts et consignations à partir de 1926. Cette tendance s'est poursuivie lors des 30 Glorieuses. Le plan d'épargne logement, créé fin décembre 1969, a été conçu pour permettre aux familles de financer l'achat d'un bien immobilier grâce à un prêt garanti à faible taux d'intérêt. Cependant, ce n'est qu'en 2011 que ce régime, comme d'autres, est devenu plus vert en raison de la pression sur les dépenses induites par la transition énergétique. Retracer l'histoire de la transition énergétique permet de comprendre l'essor du financement de l'immobilier vert et durable. Dès que la transition énergétique est devenue un élément clé de l'économie nationale, la question du financement de l'immobilier durable a été personnalisée sous la forme de produits de financement dédiés. C'est pourquoi, depuis plus de 3 décennies, de nombreux instruments de financement spécifiques ont été mis à la disposition des entreprises et des projets de construction verte et durable. Cette partie de notre formation est consacrée à l'histoire de la transition énergétique et à la manière dont elle a influencé la structure des outils de financement de l'immobilier durable. Nous verrons ensuite comment ce financement peut être décliné par marché immobilier et la question de l'assurance. C'est l'objet de notre analyse qui révèle l'émergence d'une tendance de fond. L'importance d'ancrer les projets immobiliers durables au niveau local afin de les lier à un enjeu fondamental, l'emploi.